Bonjour Margot, Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. merci de m'avoir invitée. C'est une interview en postpartum. Et déjà pour ça, je te salue. Je salue ta présence et je l'honore et je la célèbre. C'est un moment pour moi, tu sais. Bah oui, absolument. Donc, merci. Mais bravo de te l'accorder. Je suis ravie de t'offrir cette petite bulle de me time. Alors Margot, je vais te laisser te présenter s'il te plaît, me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre, mais je ne garantis rien. Je m'appelle Margot de Fouchier, j'ai 33 ans. Et voilà. Et ça s'arrêtera là. Et j'ai très peu dormi cette nuit. Non, et je fais quoi dans la vie ? J'ai monté mon agence de conseil en communication. J'accompagne des marques sur leur façon de raconter leur histoire en mots ou en images. Et notamment, je les aide à communiquer sur les réseaux sociaux parce que nous savons tous à quel point cela peut être chronophage et un monde à part. Voilà. Mais j'ai aussi d'autres activités. Enfin, j'ai fait beaucoup de musique auparavant. Oui. J'ai écrit énormément. Et voilà, je fais de la photo. Enfin, voilà, je fais pas mal de choses. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Absolument. Tu habites où ? Tu viens d'où ? Je Margot ? viens de Paris. Je viens de Paris. Je suis une vraie Parisienne, si on peut dire ça. Mais j'avais une mère américaine, donc j'ai cette double nationalité. Ma famille est composée de mon amoureux et de mon petit bébé d'amour qui est un fils et qui s'appelle Théodore. Oui. Et ton amoureux, on peut lui donner un prénom ? Oui, on peut lui donner. Tant qu'à faire. Amoureux, c'est bien, mais Nicolas, il s'appelle Nicolas. Nicolas et Théodore. Ouais. Ok Margot, alors tu es arrivée il y a 33 ans dans quelle famille ? Car tu as aussi des sœurs. Absolument, j'ai 2 grandes sœurs. Donc un couple franco-américain. Un couple franco-américain qui m'a eu bien après mes 2 grandes sœurs. Un peu comme, je pense, pour réparer les années précédentes. Et, parce qu'elles avaient été difficiles ? Parce qu'elles avaient été difficiles. Ma maman étant sujette à de la dépression, beaucoup. Ouais, assez intense. De par le tempérament de mon père aussi, qui n'était pas toujours le plus doux. Je pense qu'il y a eu une forme d'isolement et de tristesse qui a monté. Et donc, il y a combien d'écart entre tes sœurs et toi ? Et il y a 11 et 16 ans d'écart, 11 et 15 ans d'écart avec mes 2 sœurs. Ouais. Effectivement. Toute petite dernière de mes parents. Et donc, tu penses que tu étais un peu un bébé lumière, un bébé réparation, un bébé réconciliation ? Oui, on n'a pas arrêté de me le dire et pour le coup... Je tiens à le dire puisque lors d'une de mes nombreuses séances psy avec donc de différents thérapeutes, il y en a une qui m'a dit mais donc vous n'étiez pas voulu. Et vous êtes arrivé comme un accident. Ah ouais. Non, pas du tout. Je sais que j'ai été très désirée, très très désirée, que toute ma famille était très heureuse de m'accueillir et ça j'ai jamais eu aucun doute là-dessus, donc je tiens à au contraire à même. le dire, à l'assumer. Au contraire, je pense que étais... J'étais espérée. Et oui, je crois que je suis venue mettre un peu de baume au cœur. Ouais. Et puis tes grandes sœurs ont dû complètement jouer à la poupée. Exactement, mes grandes sœurs ont joué à la poupée, mais elles ont un peu joué à la maman aussi. Oui. Donc je crois que très vite, ça s'est un peu transformé en une autre forme de relation. Mais oui, ça fait que notre relation, en tout cas de sœurs, est devenue très, très fusionnelle, malgré l'âge, malgré justement l'écart d'âge. Ouais. On a été très fusionnels, très complices, très proches. Et les années passant ont renforcé cela davantage. Et alors, est-ce que ta naissance a eu l'effet escompté sur ce couple parental ? Absolument, mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Parce que... Oui. Parce que je pense que c'est une erreur de penser que avoir un enfant répare. Un couple ou une famille, c'est mettre beaucoup trop de poids sur une seule et même personne. Et puis c'est surtout, je pense, dévier un peu la responsabilité. Et je pense que maman était très malade en fait. Et c'était plus fort que le reste. Et c'était pas moi qui allais sauver ça,
ni même juste la cristallisation d'une famille qui renaît. Donc malheureusement, elle a ressombré et il a fallu la soigner. Donc ta mère est partie, tu avais quel âge ? J'avais 10 ans. T'avais 10 ans ? J'allais avoir 11 ans le mois d'après. Ok. Et ton papa ? J'avais 25 ans. Ok, oui, donc 15 ans après. Donc quand votre mère part, vous vous retrouvez toutes les trois, donc toi 10 et elle 20 et 26 ? Ouais, 21 et 25, 26. Ouais. Donc t'étais toute seule, tu t'es retrouvée toute seule avec ton père ? Je me suis retrouvée toute seule avec mon père, mais mes sœurs sont revenues à la maison pour filer un coup de main parce que mon père était... c'est rien de dire 6 pieds sous terre. Enfin, il était vraiment, il était abattu. Parce que c'est vrai aussi qu'avant que ma mère nous quitte, il y avait eu un nouveau regain d'espoir et de mieux. Donc, avec tout ça, beaucoup d'amour. Et forcément, le départ a été très brusque parce que c'était un accident de voiture. Et très inattendu et très violent. Donc, mon père était... Mais bon, voilà, c'est la vie. C'est la vie. C'est nul de conclure comme ça, mais en fait, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison. On a envie de donner un peu raison. On a envie de dire que tout arrive pour une raison. Je pense que c'est ce qu'on fait de ce qui nous arrive qui donne une raison pour continuer et rebondir. Et alors toi, qu'est-ce que t'as fait de tout ça ? Parce que quand on perd sa maman comme ça... Un livre. Ouais, c'est ça. Mais bien longtemps après. Bien longtemps après. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ça ? Honnêtement, à 10 ans, qu'est-ce que on a... Il y a rien à faire de tout ça. C'est très encombrant. Pour être honnête, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser. Et puis je pense aussi que en étant une petite fille... et qui perd sa maman, qui est la figure maternelle, de la tendresse, de l'affection, de la maison. Évidemment que c'est pas la même reconstruction, pas la même continuité de vie après ça. Mais elle était malade aussi depuis quelque temps, donc j'ai eu un peu le sentiment de l'avoir perdue même avant, en fait. Et donc d'avoir finalement assez peu de souvenirs avec elle. Mais ceux que j'ai avec elle sont très forts, justement, de maternité, d'amour, de chaleur, de tendresse. Tous les souvenirs que j'ai d'elle, ou en tout cas de tous ceux dont... tous ceux qu'on m'a racontés, on nourrit aussi une image d'elle très, très douce et très, très lumineuse. Donc je me suis un peu... C'est important ça, pour justement la construction d'après, d'adolescente, de jeune femme. Est-ce que tu as eu l'impression de faire un transfert justement de figure maternelle sur tes grandes sœurs ou sur ton père, je ne sais pas. Enfin, est-ce que ton père tout d'un coup est devenu les deux parents à la fois ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mon père a régressé. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire, il était dévasté. Dévasté, donc il a fallu s'occuper de lui. On s'occupait déjà de lui avant, mais là, c'était encore plus fort. Lui, psychologiquement, ça allait ? Tu dis qu'il fallait s'occuper de lui ? Non, mais parce que de façon très grossière, ça restait un homme qui est né dans les années 40, qui n'avait jamais fait de machine, je pense, avant. D'accord. Et non pas que ce soit quelque chose qu'il revendiquait non plus. Je pense qu'il avait été éduqué comme ça, donc c'était même pas une question qui se posait, quoi. Donc non, quand je disais il fallait s'occuper de lui, il a appris beaucoup de choses en perdant ma mère, en fait. Oui, en il s'est retrouvé tout seul, quoi. À gérer de moi. Mais donc c'est aussi pour ça que mes sœurs sont revenues sous le toit de notre maison et ont pris soin de moi. Et donc, tes deux sœurs déboulent chez toi, enfin chez vous. Mais ça s'embrique un peu parce que ma sœur cadette, Jen, part vivre aux États-Unis assez rapidement pour suivre ses études. Donc, non, on se retrouve tous les trois avec ma sœur aînée, mon père et toi. Et moi. Ok. Donc forcément, dynamique, réinventer un trio là. Ouais, exactement. Réinventer un trio. Mon père rencontre 1 an plus tard une jeune femme et ça part en couille.
Et là, ça part en Et couille. là, ça repart en couille. D'accord. Parce que cette jeune femme a l'âge de ta sœur aînée ? Oui. Ah bah tu vois, je ne le savais pas. dingue, non ? Ouais. C'est marrant comme ça fait partie aussi des clichés. Absolument, ouais. Pas que de cette génération, mais, voilà. mais beaucoup de cette génération. Qui connaissait la famille parce qu'elle avait des années auparavant déjà fait un peu de babysitting pour les cousins. Ce genre de dose. Ce genre de dose. Voilà. D'accord. Donc la babysitter est devenue la nouvelle femme de ton père. Absolument. Et elle a habité avec toi ? Oui. Oui. Il a fallu qu'on déménage de cet appartement dans lequel on avait vécu pendant très peu de temps finalement, mais ma famille, mes parents, mes sœurs pendant des années. Et on a emménagé tous les trois, en effet. Tous les trois, parce que là, pour le coup, ta grande sœur était plus là. Ma sœur, à un moment, elle a quand même vécu sa vie comme elle le méritait. Et donc toi, ton lien avec cette jeune femme, ça s'est passé pas bien. Pas très bien. D'après ce que je comprends. Elle n'a pas trouvé sa place. Non, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à comprendre et peut-être que le temps me rendra plus indulgente aussi. Ou pas. Mais non, c'était une femme plus jeune qui, je pense, avait pas encore une grande maturité, une grande confiance en elle, finalement, malgré ce qu'on pouvait penser de son attitude. Et oui, je pense qu'elle se sentait menacée par nous, les trois filles de Philippe. Et je peux comprendre, en vrai. Non, mais parce qu'après, nous, notre famille, on est un peu un clan, on est nombreux, on est de nombreux cousins, on est tous très proches, on a ce truc de lien hyper fort. Mon père avait 5 frères, donc c'est vraiment la fratrie. Et donc je sais que voilà, nous, 3 sœurs, on a perdu notre mère, on est hyper soudés. Mais c'est vrai qu'elle était très jalouse, en fait, et de nous et de notre mère. Donc, il n'y avait pas de place pour le deuil, il n'y avait pas de place pour la vie d'avant. Pour l'évocation du souvenir de votre mère ? Impossible. Donc, un peu du jour au lendemain, les photos ont disparu de chez nous. Il n'y avait pas... ça n'a pas été fait avec délicatesse. Et peut-être que... Peut-être que en fait, c'est pas que j'invente, mais que c'était pas exactement ça, mais c'est tellement ce que j'ai vécu et ressenti que voilà, c'était mon père qui devait se justifier de tout, qui mentait. Pour que ça passe mieux. Pour que ça passe mieux, mais à moi comme à elle. Sauf que, je veux dire, il a vécu, je sais pas, mais 30 ans avec la même femme dont il était fou amoureux, donc forcément du jour au lendemain, quand il a un comportement aussi gamin, il n'arrive pas du tout à gérer. Et moi, je suis adolescente, j'ai 13-14 ans et en fait, je suis seule parce que mon père se gère déjà du mal, me raconte ses histoires de cœur. Oui, et voilà, donc compliqué. Donc elle n'a pas du tout pris cette place de figure maternelle. De figure maternelle. Loin de là. Je n'en voulais pas, elle n'en voulait pas non plus en fait. Mais pas pour les bonnes raisons. Et donc, ils ont fait des enfants ? Ils ont refait des enfants ? Oui, ils ont fait une petite fille. D'accord, donc vous vous êtes retrouvée avec une demi-sœur combien d'années après ? 10 ans après maman. Donc toi, tu deviens grande sœur ? Ouais, je deviens grande sœur et c'est très étrange. Oui, qui est le fruit d'un amour que toi, tu ne... Pas que tu ne cautionnes pas, mais en tout cas avec lequel qui ne te touche pas. Ouais. Dans lequel je me sens pas accueillie. En fait. Donc j'ai pas le c'est très bizarre, c'est la fille de mon père, mais c'est pas ma famille. C'est un peu un... J'essaye parce qu'on vit sous le même toit, mais très vite j'en pars. D'accord. Parce que c'est assez difficile pour moi en fait de vivre ça, d'être là et d'être donc à nouveau pas à ma place. Donc tu ne te sens pas du tout grande sœur justement. Non. Donc tu quittes enfin, j'ai envie de dire, le domicile je quitte le familial. Domicile et je prends mon indépendance. Ouais. Tu commences à bosser à ce moment-là déjà ? Et alors, oui, parce que je signe un contrat chez Universal et je commence ma vie de chanteuse. Mais oui, c'était ta première vie, ça. C'était ma première vie, ouais. Et donc, en effet, je bosse parce que c'est un vrai boulot. Hein. On me demande d'être à dispo. Je continue mes études de photographie en parallèle. Et tu sors un album ? Je sors un album, je fais des concerts à droite à gauche, pour ne pas dire une petite tournée, un peu de promo.
Voilà, et puis ça demande quand même beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie, de disponibilité. Tu m'étonnes. Et voilà, grande aventure, dingue. Je pense que j'étais pas du tout prête à ça, à ce qui m'attendait. Je crois que j'ai pas du tout réalisé l'ampleur de ce qui m'arrivait. Oui, ce soit aussi rapide. aussi rapide aussi. Et je pense que j'étais pas prête à tout pour réussir, donc ça a un peu, ça n'a pas forcément pris non plus. Et donc, en parallèle, familialement, il y a d'autres événements marquants. Oui, absolument. Oui, donc mon premier album, c'était en 2013. Et 2 ans après, ma sœur, donc cadette, Jen... Qui était partie habiter aux États-Unis. Qui était partie vivre à New York pour ses études et qui est finalement restée là-bas. A eu un accident. Elle était chez un ami dans un appartement qui était encore en travaux. Et en fait, elle est passée à travers une plaque de verre qui n'était pas encore fixée. Et donc, elle est tombée d'un étage d'une mezzanine, d'une grande mezzanine. Et en fait, ça n'a pas saigné. C'est ce qui a alerté son ami en se disant « Mais attends, c'est pas normal. On ne peut pas tomber de cette distance-là et ne pas saigner, en fait. » Et donc, hémorragie interne. Il a été super vif. C'est une miraculée. Franchement, elle revient de très, 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 très loin. Tout s'est joué à quelques secondes. Et aujourd'hui, elle va bien. Et voilà. Spoiler alerte. Ouais, non, mais c'est important de le dire parce mais que... on a traversé... Combien de temps de convalescence, du coup ? Je dirais 9 mois. Ouais. 3 mois à l'hôpital, mais des mois et des mois chez elle, de rééducation, etc. Et puis évidemment, avec la peur qu'il y ait des séquelles. Et il y en a, mais qui sont non visibles, on va dire. Donc, c'est... Et pas trop handicapantes Et pas pour trop elle. handicapantes, mais voilà, ça reste un trauma énorme. Tu m'étonnes. Et voilà. Donc vous êtes allés et nous, on immédiatement là-bas dès qu'on a pu, on y est allé. Et on l'a entouré, on a été à son chevet, on l'a aidé à se relever, on s'est relayé. Mais c'est vrai que mon père venait d'avoir un enfant, ma sœur avait 2-3 enfants, chacun des boulots à gérer, à continuer de faire tourner. Et moi, j'étais la petite dernière, la petite artiste de la famille, donc je suis restée. T'es restée auprès de ma sœur pour m'occuper d'elle. Et voilà, faire le lien aussi avec sa petite fille. Ah oui, elle était maman. Ouais. Ok. Donc, à nouveau, j'ai joué ce rôle aussi de soignante, d'accompagnante. D'accompagnante. T'es restée combien de temps à New York ? Je suis restée un gros mois. D'accord. Un mois et demi. Et ça peut paraître peu, mais j'ai 21, 22. Je suis dans ce nouveau projet artistique dans lequel je patauge un peu parce que ma première aventure était très complexe, c'était pas très bien terminé, et j'étais en couple à l'époque, donc hyper dur pour moi d'être dans ce truc un peu d'entre-deux, à devoir mettre entre parenthèses ma vie de jeune femme, de jeune fille, j'allais dire d'adolescente parce que de jeune femme, mais de jeune femme. Où j'avais vraiment pas du tout confiance en moi et donc pas du tout confiance en mon couple. C'était un déchirement de pas pouvoir vivre ma vie à Paris et en même temps, évidemment que je suis auprès de ma sœur qui est ma meilleure amie aussi et dont j'ai envie de prendre soin. Et, oui, bien sûr. Mais donc c'était une période un peu compliquée. Puis encore un coup dur pour la famille. Et s'en est suivi, du coup, parce que ça n'était pas fini. Non, non. Ton père, ensuite, a eu des soucis de santé. Quand j'ai eu 25 ans, il a fait un AVC assez violent qui l'a rendu hémiplégique. Donc, toute sa partie gauche paralysée. Ouais. Et donc, il est resté alité pendant plusieurs mois à l'hôpital. Et ma vie s'est à nouveau agencée autour de ça. De lui, pour être avec lui, auprès de lui, prendre soin de lui. Encore une fois, t'étais là. Et moi, j'étais là, à son chevet. J'étais là, jusqu'à ce que on me propose un poste chez Vestiaire Collective, que j'ai accepté. Qui a un peu tombé un moment vraiment
de dingue où j'avais besoin de ça, je pense. Oui, d'un nouveau projet. Parce que donc la musique, la chanson, Je continuais, mais ça me rendait pas très heureuse. C'est le propre d'être artiste où t'es dans le doute en permanence. C'est quand même pas très stable. Non, c'est sûr. Et puis ça te demande aussi, je sais pas, une forme de confiance en soi que j'avais pas, que j'arrivais pas à avoir. Et en fait, le fait qu'on vienne me chercher pour un poste hyper prestigieux. C'était quoi comme création de poste. J'étais Head of Social chez Vestiaire Collective, création de poste. Génial. J'ai passé les 5 entretiens. Premier job ever de ma vie, CDI, j'étais cadre, la totale, tu vois. Et j'étais hyper fière. J'ai adoré mon expérience là-bas. J'ai adoré... avoir une équipe, bosser avec des gens. Parce que tu vois, à l'époque, en fait, j'étais seule chez moi, quoi. Bah oui, bien sûr. Donc, t'as ton projet artistique, tu fais tes trucs, mais Et là, tout d'un coup, tu t'es retrouvée dans un bureau avec des collègues. Exactement. Avec des réunions. À devoir prendre le métro le matin. Café. Exactement. Genre, on va se fumer une petite clope. Je fumais pas, mais évidemment, ouais, grave. Avec ton café, tu te fais tes petites pauses, les pauses déj. Tu rencontres des gens. Ça t'a fait du bien. Réunion édito. Mais ouais, ça m'a fait du bien d'avoir un cadre, d'avoir des responsabilités, d'apprendre aussi, d'avoir des gens au-dessus de moi qui ont des choses à m'apprendre, d'avoir un peu ce côté hiérarchie hyper inspirant, hyper motivant. Tu parles de cadre, effectivement, le cadre, tu en avais cruellement manqué. Depuis toujours, en fait, depuis toute petite. Et là, tout d'un coup, c'était la première fois à 25 ans qu'il y avait quelque chose d'un peu carré, quoi, qui tenait la route. Et cette équipe m'a sauvé la vie le jour où, en effet, j'ai appris que mon père avait fait une crise cardiaque. Parce que là, donc, j'étais... en réunion éditoriale chez Vestiaire Collective un lundi après-midi et mon père depuis sa chambre d'hôpital fait une crise cardiaque. Depuis sa chambre d'hôpital. Il y a eu 10 jours où on était à nouveau à son chevet, un peu les fantômes de l'hôpital jour et nuit à attendre tu vois qu'il se passe quelque chose. D'accord. Ouais. Et donc après ces 10 jours de coma vous dites au revoir à votre papa. Ouais. C'est très bizarre parce que t'as 25 ans et tu te dis, ok, je suis orpheline. Il n'y a plus personne au-dessus, là. C'est nous. Ouais, tu te dis, ok, attends, j'ai encore des questions à qui je vais pouvoir les poser. Et en même temps, pour être très honnête, les 5-6 mois qu'on a eu où papa était à l'hôpital ont été atrocement durs, mais infiniment beaux aussi, parce que ça nous a permis d'avoir des conversations qu'on n'avait jamais eues avant. Ça m'a permis de prendre soin de lui et de lui montrer à quel point je l'aimais. Malgré les difficultés, les désaccords, les doutes, ça nous a vraiment rapprochés. En fait, on a eu une complicité qu'on avait déjà un peu avant, mais qui a été exacerbée par ces moments hyper intimes qu'on a eus, quoi. Donc les discussions, c'était entre lui et toi. Ouais. C'est vrai que c'est une chance d'avoir pu avoir ce moment-là avec lui. Je pense qu'il y a ce truc où il était tellement vulnérable qu'il a eu, et pareil, je sais pas si c'est hyper cliché de dire ça et d'avoir vécu ça, et je sais pas s'il avait senti quelque chose, et s'il se sentait, tu vois, plus faible sur la fin, mais il a eu envie de parler de lui, de son enfance, il avait ce truc il est redevenu un petit garçon, en fait, un peu, quand même. Donc, a beaucoup parlé de sa mère, surtout. Et je pense que je suis encore en train de processer ça. Mais oui, on a eu des moments hyper beaux. Hyper profonds. On a eu le temps, en fait. Tu l'as découvert autrement. Tu as découvert une autre facette de ton père. Et puis oui, et en fait, c'est ça, on a eu le temps. Ouais. On n'était pas dans un déjeuner où moi, il fallait que je le rassure que j'étais en train de faire quelque chose de ma vie. Et c'est là où je dis que les étoiles m'ont envoyé ce job. Je pense que de façon très concrète, il était rassuré de savoir que j'étais prise en main avec un salaire qui tombait à la fin du mois, qui me permettait de payer mon loyer, qui me permettait d'avoir un truc fixe. Parce que lui, c'était un architecte, pareil. Tu vois, on vient d'une famille, on est super privilégiés, mais lui, c'était un architecte, il a monté sa boîte, enfin son agence, et il a toujours galéré avec les fins de mois. Et c'était un peu sa hantise que ça nous arrive aussi, tu vois. Donc, quand j'ai commencé à faire de la musique,
Oui. et à vouloir faire de la photo, des études de photo et faire de la musique, il m'a dit non, mais ma fille, tu vas pas être troubadour, tu vas faire des études plus concrètes et tu vas gagner ta vie et tout. Je dis, mais attends, c'est un métier comme les autres, je vais m'en sortir, t'inquiète pas. Et donc, quand j'ai eu ce job, en effet, je pense qu'il y a quelque chose qui l'a quand même rassurée. Donc, moi, ça m'a fait du bien aussi de pouvoir le voir apaisé à ce sujet. En fait, ça nous a laissé d'autres sujets de conversation. Tu vois, on a pu parler d'autres choses. Vous étiez plus encombré par ces inquiétudes. Ouais. Et puis, tu peux te dire qu'il est parti serein Exactement. aussi, de te savoir dans cette vie-là. Donc, quand tu perds ton père, on en est où des amours? Le bordel! Est-ce que tu peux trouver du réconfort auprès d'un compagnon de vie? En fait, ça a été super complexe parce que avant que mon père fasse son AVC, je m'étais séparée d'un compagnon de route. C'était ma première vraie histoire d'amour. On s'est séparés parce que, pareil, on avait vécu plein de choses assez difficiles déjà et que, en fait, on a grandi et on n'a pas réussi à faire... On était super jeunes, en fait, aussi. Très immatures, très... Donc voilà, on s'est séparés, ça a été super difficile et j'ai rencontré quelqu'un assez rapidement après, avec qui je commençais une histoire d'amour quand mon père a fait cet AVC-là. Ouais. Et pour moi, ça a été très difficile de m'impliquer dans cette histoire parce que je passais mes journées à l'hôpital et que le soir, j'avais besoin de dormir et de réconfort et d'être dans quelque chose de familier, de cocon, de doux. J'avais pas envie non plus d'être dans un début de relation où, même si je pense que lui était très prêt à m'apporter quelque chose de très simple et de très facile, j'y arrivais pas. C'était pas possible. Bah oui, on t'en voudra pas. Enfin, t'étais quand même... On m'en a voulu, mais... On t'en a voulu. Bah moi, je t'en veux pas. Bah, je te le dis, moi, je t'en aurais pas voulu. Mais oui. Bon. Et donc, je suis retournée vers ce premier amour qui connaissait ma famille, qui connaissait mon père. Et en fait, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ses bras à lui, j'avais besoin de son regard à lui, j'avais besoin de pas me sentir jugée, j'avais besoin d'être connue. Tu vois, t'avais besoin de familiarité, en fait. Mais c'était pas pour les bonnes raisons. Donc ça n'a pas fonctionné, évidemment. Mais ça t'a quand même apporté le réconfort dont tu avais besoin sur le moment. Sur le moment, bien sûr. Bah ouais, sinon j'étais seule au monde et j'avais besoin de... C'était ma famille, quoi. Bah ouais. C'était ma famille. T'en étais où, toi, de tes envies? Donc là, t'avais un job stable qui te plaisait. J'avais un job stable. Je me suis séparée de ce premier amour une deuxième fois. Et puis, en fait, j'ai retrouvé ce deuxième amour. Ah bon? Avec qui... tu faisais la navette entre les deux. Mais non, mais parce que je pense que si mon père n'avait pas fait cet AVC, ça aurait marché. On aurait vécu quelque chose de fort. Donc on s'est retrouvés et on a vécu une grande histoire d'amour. Ouais. On a été très heureux. Très amoureux. Et oui. Ça a duré combien de temps? Et voilà, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Et ça a duré 4 ans. Et donc, avec ce grand amour avec qui tu as passé 4 ans, est-ce qu'à un moment, vous envisagez de faire un enfant? J'étais flippée grave d'avoir un enfant. Je pense que j'avais énormément de choses à régler en moi avant d'être prête à être mère. Est-ce que tu te faisais suivre psychologiquement? Est-ce que tu avais cette angoisse d'hérédité, d'atavisme parental, de choses qui se répètent comme ça, de génération en génération? Je ne me faisais pas suivre. J'avais peur, en effet, de cette hérédité, parce que je crois aussi que ça peut être dans les gènes et que y a une histoire de transmission, encore une fois, je pense. Mais on peut rompre cette transmission. Bah, évidemment. Et puis ça n'est pas forcément héréditaire. C'est pas forcément héréditaire. Évidemment, c'est pas forcément dans les gènes, mais voilà, c'est sûr que... Non, mais j'avais peur aussi du poids de cet héritage, quoi. Bien sûr. Et du fait que j'avais grandi dans ça, donc j'avais pas forcément de références, d'exemples, tu vois. Ouais, la figure maternelle était quand même un peu abîmée. J'ai un coup de chaud, là. Forcément. Tu veux je vais me déshabiller. Vas-y. Voilà. J'ai pas été suivie parce que j'ai un peu eu le sentiment de gérer. Quand tu perds ta mère, puis avec l'accident de ta sœur et les problèmes de santé de ton père, à aucun moment tu n'es vue par une thérapeute? Si, quand j'ai perdu maman, j'ai été suivie par un psy D'accord. spécialisé dans l'enfance. D'accord. Et
Si, autour de mes 20 ans, j'ai vu un psychiatre. Ouais. Mais en fait, le psychiatre, je lui disais ce que je voulais. Vraiment, je l'ai mené par le bout du nez parce que j'avais envie qu'on me laisse tranquille et de pouvoir être déprimée sans qu'on t'emmerde. Sans qu'on me fasse chier. Non, mais vraiment. Ouais. Donc, est-ce que je peux être déprimée tranquille? Exactement. Donc, donnez-moi mon Zoloft. Ouais. Et c'est normal si j'ai envie de passer ma journée au lit et de plus aller en cours et de plus faire ça et de plus faire ci. Voilà. Mais j'ai pas du tout fait de travail intérieur, tu vois, pour exprimer. Je disais juste, ouais, je suis déprimée. Tu vois, je déballais ma life. Et on me disait, oui, normal. Bon, tenez votre paquet. Et tu filais une ordonnance. Votre paquet d'antidépresseurs. Et donc, j'ai arrêté quand ça allait mieux. Ouais. Et j'ai pas repris après papa, parce que je n'avais pas trouvé la bonne personne pour m'aider. Et que j'avais le sentiment qu'en fait, ça allait. Je gérais. Sauf qu'en fait, je pense que j'ai laissé énormément de blessures s'installer en moi. Ouais. Créer beaucoup d'insécurité et forcément ça s'immisce aussi dans ton couple et dans ton... C'est ce que j'allais dire, cette insécurité elle s'est retrouvée justement avec cet homme avec qui t'es restée Oui, ça s'est cristallisé, je pense aussi parce qu'on avait un âge un peu charnière où il y a des enjeux, il y a des engagements et en fait je crois que justement on est arrivé à un moment charnière de notre relation où j'ai eu très 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 peur de faire un enfant avec lui parce que j'avais le sentiment que ça n'aurait pas fonctionné. Ouais, tu le sentais, que c'était pas le bon. J'étais folle amoureuse de lui, je l'aimais mais furieusement. Mais encore une fois, je pense que on s'aimait pas bien. En tout cas, on peut dire que la rupture a été douloureuse. La rupture a été très compliquée. Très compliquée, pas belle du tout. Chargée de culpabilité, chargée de regrets, de remords et chargée de silence aussi, donc ça a été très difficile de gérer ça. Et forcément, elle a en fait exacerbé tout ce que j'avais pas soigné, toutes mes insécurités, tout ce que j'avais pas réglé, quoi. Et en fait, je suis passée dans une phase où la rupture a exacerbé ça, mais où je me suis dit, mais si seulement j'avais soigné ça plus tôt, peut-être qu'en fait, les choses se seraient passées différemment. Et en fait, assez vite, j'ai réalisé que heureusement, cette rupture a rouvert des blessures qu'il a absolument fallu que je soigne. Mais au final, si ça s'était pas fini, et peut-être fini de façon aussi violente, j'aurais pas peut-être pris autant soin de moi ensuite et j'aurais pas réussi à être disponible pour l'histoire qui est... Pour l'histoire avec un grand H qui est arrivée combien de temps après cette rupture douloureuse? Très vite. Très vite. Comme très quoi, vite. la vie est pleine de surprises. Ouais. La rencontre est arrivée très vite, mais on a pris le temps de construire notre histoire justement avec un grand H. Parce que lui a été très respectueux du temps dont j'avais besoin aussi pour recoller les morceaux. Ouais. Et il y avait pas mal de vaisselle cassée là. Il y avait pas mal de sujets à traiter. Ouais. Et donc, on a pris le temps et ça n'a pas été justement quelque chose de très... d'ultra passionnel, d'ultra fusionnel, Ça a été très, très doux. Oui, mais c'est peut-être bien ce qu'il te fallait. Et absolument. Parce que jusqu'à présent, c'était tout feu, tout flamme, quoi. Ouais. J'ai vraiment joué carte sur table, j'ai été très honnête avec lui et en fait, j'ai parlé de tout ce qui n'allait pas. J'ai tout déblatéré. Je me suis dit, si ça lui fait peur, il n'est pas fait pour moi. Ouais. Si il s'impatiente, il n'est pas fait pour moi. Et il a été parfait. Alors, ce qui est marrant, je veux qu'on en parle quand même, parce que lui, quand même, t'as amené dans un univers qui n'est pas du tout le tien. C'est clair. Et ça me faisait bien marrer, parce que toi, la parisienne, toi, la citadine, vraiment absolute urban girl, tu t'es retrouvée avec un gars de l'outdoor. Ouais, non, mais la rencontre complètement et ça, improbable. c'est quand même marrant, comme quoi, vraiment, l'amour... Il n'y a pas d'école, l'amour traverse les frontières et les gens... Et les paysages.
Parce que drôle. quand je te voyais faire des randos Ouais. avec tes chaussures de marche, j'étais là, d'accord, donc on a perdu Margot, On qui a est perdu carrément, Margot. mais qui Et a non, pris un virage. Et je trouvais ça tellement sain, justement, et tellement beau que tu embrasses son monde à lui. ouais. Ça te sortait vraiment au sens propre comme au sens figuré, la tête de l'eau, quoi, Ouais. et de ce brouillard dans lequel t'étais. Ouais, absolument. Il est très outdoor, il fait de la rando et des bivouacs. Et des bivouacs, etc. Mais il est aussi très mode, très esthète, très... il a un goût, il a un œil hyper pointu. Donc, on s'est retrouvés, on a eu quand même des points d'accroche à ce niveau-là. Ouais. Et on s'est sortis tous les deux de nos zones de confort parce que, oui, en effet, moi, je n'avais jamais fait de randonnée de ma vie avant. Et j'ai adoré, c'est incroyable, c'est la meilleure thérapie qui soit, vraiment. Ouais. C'est fou ce que ça fait à l'esprit. C'était comment pour toi, justement, tout d'un coup, de suivre un mec comme ça dans sa passion, dans son sport? C'est incroyablement sexy. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça m'a plu. Ça l'a rendu encore plus désirable, mais dans tous les sens du terme, parce que quelqu'un qui est passionné, c'est passionnant. Mais surtout, il l'a fait en étant dans l'hyper-bienveillance, pas du tout à vouloir m'imposer ça. Et puis, j'ai aussi découvert son rapport très sain, en fait, au travail, aux gens avec qui il travaille. Je pense honnêtement que c'est la personne la plus gentille que j'ai rencontrée dans ma vie. Et il le transmet. Et très vite, quand j'ai eu des réflexes justement un peu toxiques... De ton ancienne vie? Ouais, de mon ancienne vie, de mon ancienne moi. Il m'a cuté direct, genre non. Ah non, moi je joue pas à ça. Hyper sexy. Au début, j'avoue, j'étais là genre oh fais chier, je vais me faire chier putain. Et en fait, il est trop gentil. Ouais, c'est trop gentil, c'est trop facile, il est trop pur. Ça. Et puis en fait non, c'est génial parce que on s'apporte tellement de trucs en fait. Ça me fait du bien d'être avec quelqu'un qui, comme moi, aime bien être un peu dans l'introspection aussi, se comprendre l'autre. Et je trouve que c'est tellement nécessaire pour faire vivre et grandir une relation, tu vois, pour qu'elle se construise. Mais une relation d'amour, comme une relation d'amitié, comme une relation de travail, comme une relation de famille, tu vois, prendre le temps de tout ça, de pas avoir peur d'aller en soi pour aller débloquer des choses ou réfléchir justement à son enfance, aller chercher, comprendre qu'en fait un petit truc peut avoir tu vois, des conséquences. Et en ça aussi, ça m'a rassurée sur l'éducation qu'on donnerait à notre enfant, sans se dire pour ou contre manger avec les doigts, tu vois, c'est... Bien sûr, tu vois, le côté, c'est des valeurs profondes. Des valeurs profondes et capacité, en effet, à être un peu dans l'introspection, à parler de soi. En fait, t'es tombée sur un homme déconstruit. Oui, mais oui. Et ça fait du bien. Mais c'est... Finalement, les nice boys versus les bad boys. Mais ouais, mais même... Mais je vais dire, encore une fois, on aime les gros clichés, mais la charge mentale, tu vois, j'en ai pas avec lui. Et bon, je pense que direct, même si j'étais flippée, je me suis dit, ok, lui, c'est le père de mes enfants. Ah ouais. Ouais. Et là, tout d'un coup, le déclic a eu lieu. Comment ça s'est passé, le cheminement jusqu'à ce désir d'enfant? En fait, je sais pas si ça a été un déclic du jour au lendemain. Ça a été, comme tu dis, un cheminement. Je pense que la thérapie que j'ai commencée donc, après ma rupture m'a aidée aussi à aller chercher des choses profondément enfouies et de l'enfance en effet, et de faire ce travail-là et d'accepter qu'en fait je vais bien, mais que j'ai quand même vécu des trucs compliqués qui ont très certainement eu des conséquences, puis d'être avec quelqu'un qui va bien et qui me fait du bien et en qui j'avais toute confiance, où je me disais je n'aurais aucune crainte de lui laisser mon enfant. Et je sais que je n'aurais pas à lui dire... Bon, évidemment, je le fais, hein, mais quoi faire. Oui. Je n'aurais pas à tout gérer, à tout... J'avais un peu peur de ça aussi. Et je pense que c'est là où, si on fait un peu de psychologie, on peut reboucler la boucle de... pas envie de retomber dans ce truc ultra maternel et maternant.
Je veux dire, j'avais pas envie d'être doublement mère. J'avais envie d'être mère, de pouvoir être pleinement mère, mais de pas avoir à gérer en plus mon mec. Oui, je pense que tu avais assez donné dans le soin à l'autre. Exactement. Lui, tu sentais qu'il en avait envie? Ouais. Il t'en parlait? Au début de notre relation, j'étais un peu dans une posture de je suis pas sûre d'avoir envie d'enfants, tu sais. Et j'avais vraiment, en vrai, pendant un moment, le sentiment d'être incapable d'être mère. De pas avoir... Pour moi, c'était trop de responsabilités. Je savais pas comment j'allais pouvoir gérer. Ça me faisait une peur, mais infinie. C'était trop pour moi. Et même en termes d'émotions, de sentiments, parce que j'ai évidemment développé une hypersensibilité. Je suis très, très sensible. Je me disais, mais ça va être trop d'émotions à gérer. Je veux pas... Ça, je vais me faire complètement renverser. C'est pas possible. Et donc, j'étais dans cette posture-là avec lui dès le départ. Et en fait, lui était très genre... ouais, ok, si tu veux. Fais ton truc, là, on en reparlera. Moi, je sais que j'en veux, mais t'inquiète. Pas du tout... t'inquiète, c'est sûr, t'en voudras. Pas du tout non plus, genre... moi, j'en veux. Donc, si t'en veux pas, il va falloir quand même me prévenir dans 6 mois parce que je vais pas trop perdre mon temps. J'ai eu droit un peu à ce genre de discours aussi. Auparavant, avec d'autres hommes. Voilà. Mais lui, il a eu justement la bonne distance vis-à-vis de tes craintes. Ah bon, t'en veux pas, mais pourquoi ? Évidemment, on en a parlé. Et puis petit à petit, ça s'est un peu transformé en des blagues. Genre, bon, ok, je veux bien des enfants, mais tu gères le matin. Moi, je serai que là pour les câlins et tout. Et puis, petit à petit, des petites blagues de « Oh, mais regarde comment il sera trop mignon, notre bébé », mais sans que ce soit évidemment très sérieux. Et puis, en fait, un jour, on était en train de manger des moules au soleil. On s'est marré, puis on s'est regardé et on s'est dit « Non, allez, on arrête de faire des blagues. On y va ?» Ouais, on y va. Et un mois plus tard, j'ai arrêté la pilule et voilà. Et on a mis 6 mois quand même à... Ce qui est rien. Ce qui est rien. Mais comme vous aviez... ce qui est une éternité aussi. Quand tu commences, les premiers mois, je les ai trouvés super durs parce que ça cristallise aussi toutes tes craintes, tu vois, en tant que femme, de pas y arriver, quoi, que ça prenne pas. Puis tous les mois, t'es quand même en attente. Donc dès que t'as des règles, tu te dis, ok, bon, bah on recommence. Enfin, on repart pour un tour. Moi, j'avais une conisation aussi du col de l'utérus assez importante parce que j'avais eu le HPV stade 3. Donc, alors, attends, une conisation ? Ouais, on m'a enlevé un petit bout du col de l'utérus. D'accord. Parce qu'il avait été atteint du papillomavirus. Ouais. Et bon, évidemment, un bon gynéco dans la soixantaine m'avait dit « Vous allez avoir plus... » Et j'ai syndrome des ovaires polykystiques aussi, donc... Elle m'avait dit, vous allez avoir un peu plus de mal que la moyenne à faire un enfant. Donc, si au bout de 6 mois, vous n'y arrivez pas, vous revenez me voir. D'accord. Donc, forcément, tu comptes un peu les mois. Ouais, tu comptes les cycles. Ça passe vite et en même temps pas du tout. Ouais. Puis voilà, et puis un matin, une bonne grosse gueule de bois. Je me dis, allez, je fais un test parce que quand même, j'ai une semaine de retard. Mais je revenais d'un voyage, donc je m'étais dit, est-ce que c'est le voyage, le décalage horaire, etc. Et puis test positif, et voilà, et c'est parti. Bon, voilà. Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de phases où tu doutes que ça tienne, que ça marche, que ça fonctionne, que tout se Ouais, t'as bien. eu ça ? Ouais. Et en même temps, j'étais hyper confiante, hyper sereine, hyper bien dans mes pompes. Ouais. J'ai eu une grossesse incroyable. C'est vrai. J'ai adoré ma grossesse. C'était... Bah écoute, en tout cas, tu étais une très belle femme enceinte. Tu avais un glow de ouf. Tu portais ce ventre magnifiquement. On avait vraiment l'impression que tu kiffais. Ah ouais. C'est vrai. Ouais. Donc, ça se voyait sur les photos. Ouais, c'est gentil. Et c'est la réalité. J'étais persuadée que j'allais être hyper anxieuse, hyper stressée. Et en fait, j'étais très, très chill. Et je crois que ça s'est ressenti. Je sais pas ce qu'il y a, la poule ou l'œuf, tu vois, mais... Mais ouais, j'ai adoré ma grossesse jusqu'à ce que je déclare une cholestase gravidique. C'est ça. Alors tu vas nous raconter ce que c'est parce que ce mot est vraiment comme souvent des mots autour de la grossesse et de l'accouchement, c'est vraiment clair. Très sympa à dire. Cholestase gravidique. Alors explique-nous ce que c'est, Margot. Alors je vais pas du tout avoir les bons termes. Non, mais avec tes mots à toi, mes mots, pour que ce soit en gros, facile. C'est mes hormones qui ont complètement déréglé mes organes et notamment le foie qui ont fait que mes acides biliaires n'étaient plus du tout traités
et passer dans le sang directement. Donc, en fait, j'avais de l'acide dans le sang. Ok. Pour la faire courte. Bah, c'est très clair. Et ça, tu l'as déclaré à quel mois ? Au 7e mois. Et comment se fait le diagnostic ? Il y a eu une suspicion à l'écho ou à la prise de sang ? Pas du tout. J'ai commencé à me gratter. Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'était des petites démangeaisons, mais assez particulières, qui ont commencé un peu sur les avant-bras, la nuit, comme ça. Mais avec des boutons, Non. des rougeurs ? Moi, non, rien. j'avais pas de boutons, j'avais pas de rougeur, C'était vraiment mon bras qui me grattait, mais il y avait rien. Rien Donc, d'autre. ça a commencé, j'ai pas trop prêté attention. Et puis, forcément, ça s'est accentué. Et puis, un matin, je me dis, ça commence à me faire chier cette histoire parce que ça m'empêche de dormir là, donc ça devient relou. Ah oui, vraiment. Et chose que j'essaye de jamais faire, mais je l'ai fait et j'ai bien fait. J'ai tapé sur Google les symptômes, genre femme enceinte, gratte, pas d'urticaire, nanana. Ouais. Et en fait, il y a assez vite le nom de cholestase qui ressort, donc je clique. Et il faut faire une prise de sang en gros pour savoir si tu l'as. Évidemment que ça peut être hyper grave. C'est ce que j'allais dire. Quels sont les risques de la cholestase gravidique ? En fait, c'est que ton fœtus arrête de grandir. Ok. Parce que ton foie est pas bien irrigué, le sang est contaminé et que tu refiles ça à ton bébé et qu'en fait le fœtus arrête de se développer. Donc voilà. Et je suis allée faire mes analyses en ville. Et j'ai transféré mes analyses à l'hôpital et l'hôpital m'a appelée en me disant bon, il faut venir nous voir. Venez nous voir. Faut venir maintenant. Ouais, faut venir maintenant, c'est mieux. Donc j'y suis allée et ils m'ont gardée. Et ouais. Et donc ils m'ont gardée, ils m'ont gardée 4 jours, mes monitoring, échographie, prise de sang, etc. On a été rassurés parce que le bébé n'avait rien, tout allait bien. Mais en revanche, la cholestase, elle était Mais la confirmée. cholestase était confirmée Ouais. et il fallait que je reste sous surveillance parce que l'idée c'était quand même que le bébé continue d'aller bien et que les taux n'augmentent pas d'acide, etc. Donc il y a un traitement pour ça ? Il n'y a pas de traitement pour baisser les taux. Non, j'avais un traitement pour baisser les symptômes. D'accord. Les démangeaisons. Les démangeaisons, qui étaient mais démentielles, démoniaques. C'était horrible. Je devenais folle. Sauf qu'en fait, j'étais au 7e mois et que le bénéfice-risque n'était pas assez balancé pour qu'il me déclenche. Donc, ils m'ont en gros fait tenir pendant un bon mois. Mais pas à l'hôpital. T'es rentrée chez toi. J'ai fait entre hôpital et chez moi, hospitalisation à domicile, mais j'ai eu une autre hospitalisation parce qu'en fait, mon taux avait à nouveau augmenté très fort. Et donc là, ils se sont posé la question d'eux. Et en fait, moi, mes démangeaisons, elles étaient tellement atroces que je crois aussi qu'ils avaient envie de me garder sous surveillance pour être sûr que je m'arrache pas un bras ou que je devienne pas folle. Mais attends, du coup, ça a duré combien de temps, les démangeaisons atroces ? Ça a duré un gros mois. Oh là là. Ah ouais, c'est interminable. C'est interminable parce que ça... Ouais. C'était du matin au soir et sur tout le corps ? Ce qui était du matin au soir, c'était la peau ultra sensible. Vraiment, t'enfiles un jean, c'était injouable. Donc, j'ai passé un mois en pyjama avec tu vois, les trucs à l'envers pour pas que les coutures touchent ma peau. Parce que vraiment, le moindre truc qui me touchait, c'était irritabilité Mais pour autant, maximale. tu n'avais pas de plaques sur le corps. Mais j'avais pas de plaques sur le corps. Ta peau était à part celle que je me faisais à force de me gratter, tu vois. Oui. Mais Mais j'ai fini par avoir des lésions tellement je me grattais. Je commençais à saigner et tout. C'était vraiment très sympa. Ça te gratte tellement que ça en devient des aiguilles dans ta peau. Je sais pas si tu vois, mais quand vraiment ça te gratte, ça te fait mal en fait. Oui, bien sûr. Mais sauf que plus tu grattes, plus ça brûle, plus ça gratte, il y a rien que tu puisses faire. C'est pas un truc que tu soulages. Oui, c'est n'importe quelle huile ou crème ou rien. Ça apaise un tout petit peu, parce que c'est sur le principe, ça apaise l'irritabilité que tu as à force de te gratter. Tu te fais. Ça n'apaise absolument pas parce que ça vient de l'intérieur en fait. Bah, bien sûr. C'est ton sang qui circule, qui te regarde. Bon, alors moi c'était spécifiquement dans les bras, sur les bras, mais toute ma peau était très 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 sensible. J'avais la peau en feu. Et le seul remède que j'ai trouvé vraiment pour calmer des crises, c'était de me mettre nue dans mon lit avec des serviettes d'eau froide sur les bras, sur le corps.
Et tu t'es retrouvée dans cette mois de situation décembre. plusieurs fois? Ah ouais, bien sûr. Ouais. Au Ah mois bah de oui, décembre. c'était pratiquement tous les jours. Non mais Waouh. ouais. Non mais mois de décembre où tu sais t'as envie d'être un peu cosy. Ouais. Voilà. Non. En Ouais, non, pilou, c'était au coin dur. du feu avec C'était un thé. dur. T'es Puis pas du tout. forcément, t'as des crises la nuit aussi. Enfin, il y a pas d'heure. Donc j'avais des médicaments qui ont espacé un peu les crises et aidé à... Voilà, mais c'était des médicaments hyper forts, donc j'étais un peu défoncée les premiers jours. Et puis en fait, je me suis très vite habituée à ça et ça n'a pas du tout... Enfin, j'étais vraiment sur la corde. Et le jour où j'ai accouché, 3 jours plus tard, je n'avais vraiment plus rien. Ouais, c'est ça. Ça C'est fait l'accouchement, partie de ces... le remède, c'est l'accouchement. Ouais, c'est ça. Donc, tu as réussi à tenir jusqu'à 8 mois... Ouais, 8 jusqu'au mois et 30... demi. Mon terme était le 28 janvier, j'ai accouché le 31 décembre. Et le 31 décembre, déclenchement. Ils m'ont convoqué pour le déclenchement le 30. Le 30, d'accord. J'ai passé la journée du 30 en salle, enfin en chambre, à prendre mes petites pilules là, d'hormones. Et puis ça n'a pas souhaité se faire à ce moment-là. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Et puis le 31 au matin, ils m'ont mis en salle de naissance. C'est pareil, ça n'avançait pas. Donc perf d'ocytocine, péridurale, forte contraction la veille. Sauf que, en fait, tellement l'habitude d'avoir des crampes et d'avoir mal à cause de mes règles et de mon SOPK et tout ce que tu veux là, qu'en fait, j'ai très bien géré pour les premières contractions en tout cas. Ouais. Mais bon, c'était drôle, tu vois, l'infirmière qui vient en disant mais ça va, vous avez pas mal? Parce que là, je vois, tu sais, elle me montre le truc, c'est quand même une bonne contraction. Non, c'est ok. Et en fait, j'ai eu la péridurale assez tôt parce que j'étais tellement flippée de la pause que Nico m'a dit franchement, mets-la. Ouais. Parce que comme ça, c'est fait. Voilà. Tu vas pas passer ta journée à flipper du truc. Et puis, voilà. Donc, ils me l'ont mise. C'était le pire moment de l'accouchement. Voilà, et donc, mais après, j'ai passé ma journée à attendre. Avoir les jambes un peu, tu vois, dans du coton. J'avais l'impression d'avoir vraiment les fesses dans la neige, en fait. C'était ça la sensation. Et d'ailleurs, vraiment un énorme merci aux 2 sages-femmes qui se sont occupées de nous parce qu'elles ont été incroyables. Et donc, passation de pouvoir de Marie-Alice qui a passé le pouvoir à Caroline, la doyenne du service. Qui est arrivée en disant bon allez, on va accélérer les choses. Elle m'a mise à 90 degrés, assise à 90 degrés. Elle m'a mis 3 spaces-fonds dans les 3 contractions en perf là. Elle m'a dit c'est une méthode de sorcière. Le chef de service il me dit que c'est n'importe quoi, mais à chaque fois moi ça marche et tout. Donc, ok, j'étais genre à 3. Elle est marrante, Caroline. Elle était géniale, ouais, grave. Et en fait en 1 heure, je suis passée de 4 à 10. Ah ouais. Ouais. Hyper efficace. La méthode de sorcière de ouf, de Caroline a fonctionné. Et elle est revenue en disant ok, bon, attendez, je vous mets les pieds en l'air là, et puis je reviens dans 5 minutes. On va faire je vais vous expliquer comment on pousse. On va voir si ça marche. Là, on fait un exercice de respiration, on voit ce que ça donne. Ok, pas de souci. Bon, bah voilà, on fait l'exercice. Elle me dit ok, bah c'est maintenant. Donc moi, j'étais pas du tout prête. Psychologiquement, en fait, c'est allé hyper vite. J'avais presque envie ça avait été très lent, et puis là, tout d'un coup, ça s'accélérait. Et bon, un peu naïvement, du coup, je m'étais dit, bon, bah, j'aurais quand même le temps de voir le truc venir. Et d'un coup, ça s'accélère. Et ouais, j'ai poussé... Théodore est né en 9 minutes. D'accord. Voilà. Donc, et il était là. Et il était là, mon petit bébé d'amour. Et franchement, honnêtement, accouchement de rêve, parce que... 0 souffrance, tout s'est fait tellement dans l'amour, la bienveillance. Les sages-femmes, elles ont été incroyables. Puis je sais pas, moi je m'attendais pas à ce qu'on se retrouve tous les 3, la sage-femme, Nico et moi. Oui, en tout petit comité. En tout petit comité, à vivre ça. C'était dingue. Puis 9 minutes, j'avoue, je m'attendais pas non plus à ce que ça soit aussi rapide, quoi. C'est beau. Le hic, c'est que du coup, ça n'a pas massé les poumons de Théodore, qui est né avec une insuffisance respiratoire. Comme il est né à 7 mois, en plus, à 8 mois, pardon, ça n'a pas aidé. Et donc Théodore est parti très vite en assistance respiratoire. Donc, tu as pu l'avoir un tout petit peu sur toi? Ouais, quelques secondes. Quelques secondes, ouais. Et en fait, ils sont partis avec très vite.
Est-ce que Nico a pu le suivre ? Et Nico a pu le suivre. Et Ok. Nico a pu venir me rassurer assez rapidement. Sauf que bon, t'es pas rassuré quand ton bébé il est pas contre toi et puis en fait à un moment tu te retrouves seule sur la table d'accouchement, les pattes en l'air quand même encore, et oui, où il y a plus personne et t'es là ok, puis t'es défoncée de fatigue, d'hormones, de machin, donc c'était très 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 particulier. Et voilà, et puis Nico très vite a pris des photos, même, mais parce que en fait je l'avais pas vu quoi. Donc j'ai vu mon fils que j'ai trouvé sublimissime. Et il t'a rassuré, Nico ? Il m'a rassuré, ouais. Mais bon, tant qu'il pouvait, comme il pouvait. Voilà. Et alors finalement, on vous l'a rendu à quelle heure, votre enfant ? On l'a rendu 36 heures plus tard. 36 heures plus tard. Ah ouais. Donc ils sont passés me voir, j'étais sur la table, ils sont passés me voir, mais il était en couveuse, donc j'ai même pas pu le toucher, je l'ai à peine vu, il était plein de fils, c'était très très dur. Et voilà, et ensuite en fait on est remonté en chambre à 4h du mat. Et voilà, et en fait j'étais vraiment défoncée par l'accouchement, pour le coup. T'as pu te reposer un peu ? Je me suis reposée, mais j'ai été en néonate le voir que le lendemain après-midi, en fait. Ah ouais. Parce que j'ai été éprouvée, vraiment. Et même psychologiquement, en fait, je crois que j'étais pas prête ni à me lever. Enfin, ça a été très, très compliqué. Et puis, on a été le voir en néonate. Bouleversant, évidemment, de voir tous ces petits bébés... Puis de voir toutes ces équipes qui prennent tellement soin. Enfin, je pourrais détailler des heures, donc voilà. Mais c'est dingue. Merci. Mais est-ce que rapidement, quand même, on vous a dit que c'était une question d'heure pour qu'il sorte ? Il ne savait pas. Non, il ne savait pas. Non, et en fait, justement, les premiers échanges qu'on a eus, c'était on a l'habitude, c'est normal, on va faire ce qu'il faut. Mais on ne sait pas comment il va réagir à l'aide qu'on va lui donner. Si ça se trouve, il va avoir besoin d'aide pendant un petit moment. Si ça se trouve, vous allez devoir sortir sans lui. Ouais, sans lui, et revenir, le voir, etc. En tout cas, on l'a retrouvé assez vite. Il a pu respirer par lui-même au bout d'un moment. Au bout de 36 heures, donc. 36 heures, ouais. Et là, tu as pu l'avoir dans ta chambre avec toi. Et là, il est remonté avec nous. Est-ce que tu as fait du pot à pot ? Bien sûr, on a fait que ça. Et honnêtement, mais c'est... Ouais. Je m'attendais pas du tout à me prendre ce camion. Non, mais cette vague. C'est un beau camion. Quelle aventure. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas réaliser avant d'être mère à quel point c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Et je sais pas, si, je sais pourquoi j'étais aussi réticente et aussi effrayée par le concept et par l'idée. Mais c'est un lien, c'est animal, quoi. C'est viscéral, c'est sublime. Et donc oui, on a fait du pot à pot, je l'ai allaité, tout s'est hyper bien passé. J'avais peur, tu vois, de pas être dans la reconnaissance, tu vois, d'avoir peut-être un peu une distance. Ouais, une distance, de me dire, attends, qui est cette personne, pourquoi, comment. Et là, de pas le reconnaître. Ouais. Et un peu de me demander ce que je fais là et tout. Et en fait, pareil, évidence, fusion, amour fou, le cœur qui se déploie, et l'instinct. Tout de suite. Et encore un gros cliché, mais l'alignement, tu vois, de me dire, mais là, tu vois, en ce moment, je me dis, mais j'étais faite pour ça. J'étais faite pour être mère, pour prendre soin de ce petit bébé, et je suis hyper, hyper excitée. Et c'est aussi un truc que Nico m'a donné, c'était d'être excitée du futur. J'avais pas ça avant, j'avais hyper peur du temps qui passe, de la vie qui avance, de ce qu'on allait faire de notre vie, quoi. Et je suis hyper excitée à l'idée de nourrir cet enfant, de l'accompagner,
de lui apprendre les choses, de l'ouvrir au monde. Ouais. Oui, et puis là, tout d'un coup, tu vas prendre soin de quelqu'un de manière choisie. Ouais, absolument. Et ça, Ouais, c'est vrai. c'est quand même autre chose. Ouais. Ça aurait été quand même dommage de t'en priver. Hein. Mais je crois qu'au fond, je le ressens. Au fond de moi, je sentais. J'avais cette attirance pour. Je m'autorisais peut-être pas à le faire parce que je voulais pas le faire dans les mauvaises conditions. Bien sûr. Et aujourd'hui, tout s'aligne, et tout est à sa place, et tout a un sens, et tout est hyper évident en fait. C'est vraiment le mot qui ressort le plus, c'est l'évidence. Et je regrette rien. Oui, le chemin a été semé d'embûches, Ouais. mais tu les as surmontées, contournées, apprivoisées, encaissées. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est ça qui se passe quand même. C'est un bel alignement, effectivement. Ouais. Et le chemin était long, mais il valait le... Mais il le sera encore. J'ai conscience que ça va être jalonné de nouveaux obstacles et de nouvelles difficultés. Peut-être pas. Non, en tout mais cas, peut-être pas aussi éprouvante, disons. Je ne l'espère pas. Je te le souhaite. Mais après, bon, c'est waouh, l'inquiétude aussi qui vient avec. Oui, ah bah ça, c'est sûr. Tu Vaste découvres la sujet, peur mais waouh, et waouh, l'inquiétude. Ouais. En tout cas, Mais c'est aujourd'hui, incroyable. Théodore a 2 mois et demi. Oui. Minus bébé chou. Comment s'est passé le retour à la maison C'est comment avec un homme déconstruit, fou amoureux, sur le coup, qui partage les charges. Bah, c'est magique, c'est incroyable. Ouais. Non mais vraiment. Fais-nous rêver, vas-y. Non mais on est encore plus amoureux, on est hyper. Oh là là. Non mais on est hyper reconnaissant. Tous les jours, on est hyper reconnaissant de s'être trouvés. De s'être donné cette chance l'un et l'autre, tu vois, aussi. Moi, j'avoue que je voudrais me remercier, moi, d'avoir accepté d'aller vers cette relation et de m'être déconstruit aussi de tout ce que j'imaginais être de l'amour et du couple et des relations pour aller vers quelque chose de... C'est pas ce qu'on te montre dans les films d'amour ou dans les grands romans, tu vois. C'est pas ça, le truc passionnel et destructeur et en même temps fou et machin et fougueux. Voilà. Et en même temps, moi, je trouve que c'est encore plus beau parce que, pareil, c'est vraiment l'amour que tu choisis, que tu construis, que tu... Mais tu as raison de te remercier et d'être fière de ça. Et d'être allée vers ça, d'avoir accepté, tu vois, de plus aller vouloir que des choses un peu mais je connaissais que ça, tu vois, mais des choses un peu dramatiques et un peu difficiles, d'aller vers la paix, l'apaisement. Est-ce que tu aurais pu imaginer que la petite Margot qui a perdu sa maman à 10 tu ans... Tu vas me faire pleurer vraiment là. Non, mais j'espère que là t'es encore dedans, t'es dans le dur encore entre guillemets des nuits sans sommeil et de l'émotion et tout, mais je sens que tu as déjà cette lucidité-là de regarder dans le rétro pour regarder d'où tu viens, en fait, et à quel point ça aurait pu être différent. Et c'est vrai que, voilà, c'est toute ta construction de petite fille, de jeune femme et de femme, voilà, c'est quand même une sacrée trajectoire. Ouais. Et t'en es consciente, j'ai l'impression. En tout cas, c'est là, c'est en mouvement. Écoute, j'ai conscience que je reviens de loin. Je commence tout juste à me remercier d'avoir fait les choix que j'ai faits et d'avoir pris soin de moi et de ne pas m'être trop perdue en cours de route. Ouais. Et en même temps, je me remercie de m'être perdue en cours de route parce que sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et les chemins les plus tortueux peuvent arriver au sommet d'une montagne magnifique ou au-dessus des nuages. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est pas encore plus beau, tu vois? Est-ce que tu n'apprécies pas encore plus Et ça fait du bien d'arriver au-dessus des nuages. Ouais. Avec le meilleur guide, le meilleur guide de rando. Bien sûr, bravo. Et Théodore, t'as vu? Pas mal. Hein. Bien joué. La meuf qui est tout en métaphore. En tout cas, Margot, je te souhaite évidemment tout le bonheur du monde. On embrasse très fort Nico et Théodore. Profitez, kiffez, aimez-vous.
Merci beaucoup d'être Merci venu partager à tout toi, ça avec moi. merci. Je sais que j'ai remué plein de choses. Merci Non, d'avoir mais... accepté de les remuer avec moi. C'était passionnant, inspirant. Mm. Et merci beaucoup. Merci à toi. À Merci bientôt. beaucoup. Merci. Ciao.